Bonjour à tous, bienvenue sur BTLV. Elle se livre comme elle ne l'a jamais fait. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'Annabelle de Villedieu. Bonjour Annabelle. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de vous accueillir dans mon aparté. Eh bien, je suis ravie d'être là. On a l'habitude de vous entendre sur BTLV avec les clés d'Annabelle. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de pouvoir vous exprimer et de vous livrer comme jamais vous ne l'avez fait. Je rappelle que vous êtes médium clairvoyante et vous êtes également thérapeute. Il y a une phrase que vous m'avez dite tout à l'heure, c'est « La vie est un chemin d'expérimentation. On ne peut transmettre que ce que l'on a expérimenté. » Alors, pour vous, ça évoque quoi ? Eh bien, ça veut dire que tout ce qu'on va traverser dans son propre corps, dans sa propre cellule, c'est quelque chose qui fait partie de nous et quand on va le transmettre, il se passe vraiment quelque chose profondément chez la personne qui le reçoit, au niveau de son âme, de son être. Voilà. Sinon, ça peut rester dans la tête, dans le mental. Et quelque part, c'est pas la même chose qui se passe quand la personne le reçoit. Ouais, tant qu'on n'a pas ressenti émotionnellement quelque chose, c'est compliqué de l'expliquer ou c'est compliqué de le faire ressentir à l'autre. C'est ça, tant qu'on ne l'a pas traversé, moi je parle vraiment de traverser dans sa matière, c'est-à-dire vivre l'expérience et la traverser sur le plan émotionnel, mais également voilà, l'incarner, l'avoir vécu dans son corps et qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Et là, la cellule, elle porte cette mémoire véritablement et ça devient une partie de nous finalement qui s'intègre à notre propre dimension personnelle. Et donc tout ça devient notre force, notre construction, tout ce que nous sommes. Et après, ça devient une transmission qu'on peut donner, mais qui n'a pas la même essence que si je reste en effet dans quelque chose que j'ai simplement lu ou juste appris. C'est comme une palette, finalement c'est un outil supplémentaire pour échanger avec et accompagner l'autre sur son propre chemin aussi. Je dirais même un outil fondamental que complémentaire. Parce que je pense que justement le fait d'aller dans la transformation pour accompagner, puisque comme on l'a dit au début, je suis donc médium clairvoyante depuis toute petite et en même temps thérapeute, parce qu'à un moment donné, ça m'a limité cette clairvoyance, j'ai eu besoin d'aller plus loin avec les êtres. Et en effet, dans ce domaine de la thérapie, tant qu'on ne vit pas, voilà, tant qu'on n'a pas traversé véritablement sa propre expérience, la transformation ne peut pas se faire complètement. Et c'est pour ça que moi, je suis une femme qui est beaucoup expérimentée, beaucoup voyagé, beaucoup de formations, parce que j'aime apprendre et que j'ai eu ce besoin justement de traverser ça à travers ma propre matière. Alors on va revenir sur les différents points de votre histoire bien sûr, et surtout ces paramètres. Dans le contexte compliqué dans lequel on est actuellement avec la crise sanitaire, la crise écologique, la crise financière qu'on traverse tous, est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental à transmettre? Est-ce qu'il y a urgence à transmettre quelque chose plus que d'autres? Oui, je pense qu'il y a urgence justement à retourner vers soi, aller vers cette dimension intérieure de nous-mêmes, à nous retrouver pleinement aussi dans une forme de conscience. Aujourd'hui, on nous demande d'aller vers la conscience de la vie, du monde, de la nature, de l'humanité. Il y a quelque chose vraiment à regarder profondément dans ce passage qui va nous amener justement à nous remettre en question, puisqu'en plus ce confinement, cette partie où on a dû être seul avec soi et rentrer en contact avec nous dans le temps qui se pose. Donc il y a vraiment cette conscience pour moi qui a besoin de s'éveiller profondément justement parce que le monde ne peut plus rester tel qu'il est aujourd'hui. Et derrière tout ce qu'on traverse actuellement, il y a un message justement qui est de pouvoir comment dire, aider le monde à évoluer différemment et à mettre de la conscience dans tout ce qui se passe dans notre vie. Et ce message, en fait, tout le monde y a accès. Il y a ceux qui en ont conscience, et ceux qui en ont le plus conscience sont déjà sur un chemin d'éveil ou déjà engagés dans cette conscience et cette démarche. Pour les autres, comment ça se passe en fait pour avoir cette prise de conscience et être dans ce chemin? Après, c'est vrai que quand on se retrouve avec soi, parfois on est bien obligé de se regarder pleinement. C'est ça l'idée aussi, de pouvoir se regarder. Parce que tant qu'on est dans le mouvement de la vie, qu'on ne s'arrête pas, eh bien, on ne prend pas ce temps d'introspection qui va nous permettre justement de remettre en question. Donc il y a le mouvement, puis après il y a tout ce qui est actuellement quand même maintenu aujourd'hui dans une notion aussi de peur. Et la peur, elle paralyse, on le sait très bien. Donc il y a les personnes qui vont au-delà de ça et qui se disent, bah oui, là, il se passe quelque chose qui est en train d'évoluer sur un plan peut-être plus subtil, plus spirituel, plus important, au-delà de tout ce qui se passe et qui va nous permettre aussi peut-être dans ce virage de rentrer dans une autre conscience de monde. Et puis il y a aussi tout ce qui est maintenu actuellement où on maintient comme l'individu dans la peur, ou la peur d'attraper, la peur donc de se masquer en permanence. Voilà, on est comme dans un monde qui maintient la peur qui paralyse et qui nous fait aussi diminuer notre propre système immunitaire. Donc l'idée, c'est quand même d'être justement dans la confiance, dans la joie, dans le désir, dans tout ce qui va nous permettre de pouvoir
booster ce système immunitaire. Et on a tous un système immunitaire qui est là aussi pour être boosté. Et c'est pas facile de garder confiance dans un monde où on fait tout pour que tout soit anxiogène et nous Et paralyser. oui. Il y a une démarche. Où est-ce qu'on peut puiser cette énergie? Enfin, après, c'est vrai que ça demande finalement de peut-être garder confiance. C'est pas se laisser emporter par tout ce que le monde va nous apporter de négatif. Ça demande en effet d'avoir une force aussi intérieure, de faire confiance dans quelque chose de plus grand, de plus vaste. Voilà, c'est finalement de se dire à quel niveau je pose aussi mes croyances, mon intention vis-à-vis de moi, vis-à-vis du monde, à quel niveau je me situe et à qui je fais confiance. Est-ce que je me fais confiance à moi profondément ou est-ce que je remets ma confiance finalement au monde extérieur, dans tout ce qu'on va me donner comme information, dans tout ce qu'on va me balancer, qui peut-être n'est pas totalement la vérité. Est-ce que l'action, c'est aussi de rester souple? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on peut faire soi-même à son niveau individuel, et il y a aussi le collectif ou les règles qui nous imposent, qui nous empêchent de nous rassembler, qui nous imposent Bien le sûr. port du masque, qui nous imposent certaines règles qui nous empêchent de faire certaines choses. Est-ce que la liberté et le fait de trouver justement, de garder confiance et de trouver une forme d'action, c'est d'arriver à être suffisamment souple pour à la fois respecter ces règles, mais sans que ça nous paralyse? C'est ça, c'est ça. C'est garder une forme de souplesse à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que, ok, bon, on nous impose certaines choses, c'est peut-être pas rentrer dans le conflit, justement, comme ça. Le conflit qui va mettre du raid, de quelque chose qui va impacter, qui va mettre de la tension. C'est peut-être plus, justement, rester fluide avec ça. Ok, là, dans les magasins, c'est imposé, bon, ok, c'est imposé, mais au fond de moi, bon, voilà, je le fais parce que c'est aussi un respect vis-à-vis de ce qui a pu être mis en place, puis des personnes aussi qui sont dans cette peur. Mais après, moi, personnellement, je reste dans ma confiance. Voilà, j'ai pas peur de mettre un masque ou pas de mettre un masque, ou de me balader, voilà, je rentre, moi, j'essaie de garder cette fluidité à l'intérieur de moi-même et de ne pas rentrer justement dans toute cette énergie qu'on peut me renvoyer à l'extérieur qui pourrait mettre de la tension. Et dès qu'il y a de la tension, c'est de la paralysie. Bien Ça sûr. circule plus. Nous sommes des êtres d'énergie, nous sommes des êtres de vibration. Voilà, pour avoir été scientifique également, ingénieur dans l'industrie aéronautique quand même. Du coup, j'ai quand même toute cette expérience scientifique. Nous sommes donc des champs électromagnétiques, des vibrations. La matière, c'est une énergie condensée. Donc l'énergie, elle ne peut circuler que lorsque tout est fluide. Si c'est pas fluide, s'il y a des tensions, des cristallisations, ça bloque. Voilà, donc le fait de pouvoir faire circuler l'énergie et de rester comme ça, comme un électron libre un petit peu, qui sait qui il est, mais qui parcourt, mais qui ne se laisse pas prendre par tout ce que le monde peut nous emmener de négatif et de tendu et de peur. Qui accepte tout en gardant en fait sa liberté d'action C'est ça. autant qu'elle le peut pour ne pas se laisser submerger par ce qu'on nous impose ou en tous les cas par les restrictions. Exactement. Et puis la liberté, elle est où la liberté? Elle est à l'intérieur de nous-mêmes, la vraie liberté. C'est à l'intérieur de nous, c'est pas à l'extérieur. Alors on va faire une petite plongée dans votre parcours. Vous êtes médium clairvoyante depuis que vous êtes enfant. Ça se traduit comment quand on est enfant et la clairvoyance est arrivée comment et ça se traduit comment avec vous? Comment vous le vivez? Alors, c'est vrai que moi, j'ai ce don depuis toute petite, hein. Alors, je suis arrivée dans un univers en plus complètement hermétique à tout ça, puisque un milieu catholique, aristocratique, une famille avec beaucoup de principes, hein. Et quand j'étais enfant, je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qu'est-ce que je fais dans cette famille? Parce que j'avais une hypersensibilité, voire même très écorchée, parce que je captais tout. Je ressentais tout et je voyais quand j'étais enfant les personnes décédées. J'avais cette capacité de les voir, de les ressentir. Et quand quelqu'un allait partir, au-delà de moi, j'avais des crises un petit peu que je ne maîtrisais pas du tout. J'avais des idées obsessionnelles. Cette personne va mourir. C'était comme une obsession en moi. Je sens la mort et je pleurais. J'étais mal et j'énumérais. Je veux pas que vous mouriez. Enfin, j'étais vraiment habitée par quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout. Ce qui faisait très peur à mon entourage aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Etc. À vous en premier lieu, bien sûr. Et moi, bien sûr, parce que c'est vrai que de voir cette connexion enfant, c'est quand même un petit peu étrange, quoi, de voir un autre monde. Et j'ai cette médiumnité depuis toute petite avec une clairvoyance. C'est-à-dire que moi, j'ai la capacité de voir. Quand je me relie à une personne, quand je me relie à un lieu, à un espace, à une photo, j'ai des images qui arrivent et avec un ressenti. Donc ça peut être très précis. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais avec une caméra et que je pouvais circuler dans un lieu et que je voyais peut-être des détails parfois. Et puis, en même temps, je ressens.
Donc je vais ressentir l'énergie d'un lieu, par exemple, lorsque je vois une maison, ou que je vois une maison à venir, ou que je me connecte à une maison dans laquelle on habite, hein, à distance. Et puis les personnes, c'est pareil, je peux avoir des images, des visions, voir la description de la personne, comment elle est, ce qu'elle a pu vivre dans sa vie. Donc ça va beaucoup plus loin en fait qu'une simple vision. Il y a un véritable ressenti. Et pour moi, le médium, il a cette capacité aussi de se relier, de se connecter à d'autres plans de conscience, hein, au-delà de la vitesse de la lumière, hein, dans l'instantanéité. Parce que quand on est dans le domaine de l'instantanéité, c'est la scientifique qui parle, tout est en fait le présent, le passé, le futur, c'est la même, au même endroit. Donc on peut capter des informations dans le champ vibratoire d'une personne, et après cette information nous revient. Alors moi, ça me revient sous des images, donc après c'est à moi aussi d'être plus juste dans mon ressenti, dans ce que je capte, pour transmettre l'information qui me semble la plus en résonance avec la personne qui est en face de moi. Comment vous savez si c'est une information du passé, du présent ou du futur? Si c'est sous forme de flash avec un temps qui n'existe Oui, pas? c'est ça. En fait, c'est un ressenti. Je sais, pas parce que je vois la personne petite, par exemple, je sais que c'est quelque chose qui était avant. Et même dans le futur, j'arrive à capter si c'est un futur proche ou si ça peut être un futur plus lointain. Et par moments, on m'envoie aussi des âges. Où on m'envoie comme des mois, enfin des choses un petit peu qui donnent des références en fait dans notre espace-temps. Mais en fait, c'est vrai qu'on est au-delà. Et quand j'étais enfant, j'étais complètement submergée par toutes ces émotions, toutes ces images. Une fois, on prend la voiture, je dis à mes parents, mais je voyais un accident. Enfin, en même temps, c'était des choses assez négatives, petites. Hein, parce que quand on n'a pas encore fait ce travail, c'est pour ça que pour moi, en tant que médium, c'est très important de faire un véritable travail personnel sur soi, pour s'élever dans sa propre conscience, dans son propre champ d'énergie. Parce que quand on vibre pas très haut, on va capter toutes les informations qui vont être là. Les plus dures, Les peut-être plus dans le bas basses, astral. les basses fréquences. Le bas astral, les basses fréquences. Donc quand on est enfant, on capte tout en fait, mais on n'a pas beaucoup travaillé sur soi. Et puis on capte aussi beaucoup les informations qui sont là autour de nous. L'enfant, il est complètement ouvert, c'est un récepteur. D'ailleurs, l'enfant jusqu'à 7 ans, il vit les émotions. Il est dans la colère, 2 minutes après, il sourit, 2 minutes après. Voilà, il est complètement connecté à son environnement. Donc moi, je recevais toutes les informations. Et dans un premier temps, c'était beaucoup de choses très négatives. Des décès, des accidents, des maladies, des choses comme ça. Donc c'était très difficile en tant qu'enfant de vivre ça. Vous pouviez en parler d'ailleurs à vos parents, à l'école aussi Non, je me suis sentie une enfant très seule en fait. Hein. Très seule. Et d'ailleurs, je faisais des jeux qui étaient très, très, très spéciaux, mais qu'aujourd'hui j'ai compris pourquoi je le faisais. Je me mettais assise sous ma balançoire et puis je me reliais au ciel et je me reliais au soleil et je me disais que j'avais du pouvoir sur les éléments. Et puis j'appelais la pluie, puis je me disais tiens, ça marche là qu'il pleut. Et après j'appelais le soleil. Bon, j'étais un peu une enfant un petit peu à part quand même. Et toute petite, alors que j'ai été élevée dans ce milieu catholique, etc., et ben pour moi, la réincarnation, c'était une vérité intrinsèque. Ça ne pouvait pas être autrement. On était des êtres qui se réincarnaient, pardon, et c'était dans cette vérité-là pour moi. D'accord, c'est comme quelque chose, une évidence intérieure. C'est ça, ça m'habitait. Ouais, ce qui est rare chez une enfant, parce qu'après c'est quelque chose qu'on conceptualise peut-être plus tard. C'est ça. Mais quand on est enfant, on vit avec cette certitude. C'est ça. Et qu'on a du mal à partaire finalement avec les autres qui ne sont pas dans cette conscience-là. Oui, qui ne comprenaient pas. Et puis dans une famille qui ne comprenait pas. Alors ma mère était elle était ouverte à certaines choses. Mais j'ai passé ma vie à entendre, mon enfance à entendre, avec ta sensiblerie, tu ne feras rien de bon. Donc être dans sa sensibilité, sa sensiblerie, c'était quand même pas quelque chose qui était facile pour moi. Oui, avec déjà une croyance limitante qu'on déjà on me départ. disait, mais avec ça, tu pourras pas exister. Donc c'était déjà très limitant. Dans cette petite fille que j'étais, qui avait qu'une envie d'expérimenter, de vivre dans la joie, et qui a été très cassée, en fait. Hein. Moi, j'ai eu une enfance très dure, très rigide, avec une mère même qui était très dure, et voire même de la violence par rapport à moi-même. Donc, ça n'a pas été simple. Voilà. Et donc, il y avait 2 solutions. Soit je me confortais dans ce milieu comme ça, je restais dans les cases et je devenais une femme enfermée dans ce qui se faisait, dans ce qui se faisait pas, dans ce qu'il fallait dire, dans ce qu'il fallait pas dire et complètement finalement coupée de moi-même. Soit à un moment donné, cette énergie de vie en moi et ce don que j'avais et voilà, c'est ce qui m'habitait prenait le dessus et du coup je pouvais m'en sortir. Et j'avais tellement cette puissance de vie et cette foi, parce qu'on peut parler de foi à ce moment-là, en moi, que même dans tout ce que je traversais de difficile, je me disais, mais il y a toujours quelque chose derrière. C'est pas pour rien que je vis ça. Même à 14, à 13 ans, j'avais déjà cette conscience-là. Hein. Tout ce que je vis, c'est forcément parce qu'il y a quelque chose que je dois en faire. Donc ça m'a permis de survivre en permanence.
et d'avancer sur mon chemin et de transcender et de rester dans la foi, parce que j'avais une foi à l'intérieur de moi qui m'habitait, mais d'une force. Du coup, j'ai été une rebelle. Mais voilà, il fallait bien aussi que je puisse, comment dire, contrer tout cela. Ouais, et puis il faut Et s'exprimer. ça a été dans la rébellion, parce qu'au début, voilà, c'était pas possible autrement. C'est une façon de m'affirmer et de sortir de ce contexte qui m'enfermait et qui ne me correspondait pas. C'est une liberté qui a eu un prix pour vous? Oui, c'est une liberté qui a eu un prix. Ça n'a pas été simple hein, d'aller contre. Tout un chemin aussi pour m'accepter pleinement, pour me réconcilier avec moi-même, pour me retrouver véritablement en tant que femme. Donc, c'est un véritable chemin que j'ai parcouru pour être la femme que je suis aujourd'hui. Et heureuse d'être celle que je suis aujourd'hui. Mais c'est un véritable chemin de vie. Alors avec les hommes, ça se passe comment? Parce que j'imagine qu'il y a l'adolescence, il y a la jeune femme que vous étiez. Quand on a ce don médiumnique et qu'on voit, qu'on a des flashs, dans les rapports d'histoire amoureuse, comment ça se passe? Vous savez déjà ce qui va se passer? Comment vous vous présentez? Vous osez le raconter? Comment ça se gère? C'est pas toujours facile dans la relation masculine. Alors déjà, je capte tout. Donc je ressens et puis du coup, on peut pas mentir. Ça, c'est impossible. Donc l'autre en face de moi se doit d'être clair, net, précis, parce que je vais capter. Et je peux me mettre mal à l'aise parce que justement, comme je capte, comme j'ai cette perception et cette façon peut-être naturelle hein, de rentrer un petit peu comme ça dans le champ d'énergie de l'autre, hein, eh ben, ça peut mettre mal à l'aise. Et je sais que parfois, ça peut faire peur. Ça peut faire peur aux hommes, ça peut faire peur aussi, cette sensibilité que j'ai pu avoir. Et c'est vrai que quand j'étais, donc j'ai deux filles hein, qui ont 19 ans et 17 ans aujourd'hui, mais avec leur père, avec qui je ne suis plus depuis longtemps, c'était très compliqué parce qu'en fait, quand ils ne me disaient pas, j'avais les flashs en fait, on m'envoyait les infos. Et ma fille à l'adolescence, pareil, a été... il y a une période très difficile, un peu difficile. Hein. Et du coup, elle m'a raconté des histoires et tout. Et moi, je savais, en fait. Je savais. Et tout me revenait. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, soit j'avais l'information, on m'envoyait un truc, voilà. Tout me revenait. Donc, quelque part, c'est très difficile de mentir à un médium. Et puis, il y a cette sensibilité, il y a cette connexion aussi vibratoire qui est très forte chez le médium. Dans l'énergie, donc parfois ça peut faire peur aussi Mais sur le masculin. beaucoup de gens auraient envie d'envier cette clairvoyance, cette clairaudience, pour ceux qui sont clairaudients, parce que ça rassure de savoir, d'avoir les informations. Est-ce que c'est pas pénible d'avoir constamment justement une arrivée d'informations? Il faut se dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Puis on est pollué, j'imagine, on n'a pas forcément envie de toujours tout savoir. Ça s'impose à vous. Comment ça se gère? Ah, c'est sûr que ça s'impose à soi et que oui, bien sûr, on dit c'est génial, t'as un don, mais il faut le vivre ce don parce que comme je le disais, c'est une hypersensibilité, c'est apprendre à gérer cette sensibilité aussi. Ça demande un travail, ça, de pouvoir gérer ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ouvre quand j'ai envie, je referme aussi quand j'ai envie. J'ai appris à canaliser aussi cette énergie, ce don que j'avais. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas facile hein, à vivre, d'être connecté, d'être relié tout le temps, de sentir. Moi, je fais beaucoup de rêves prémonitoires en plus. J'ai beaucoup relié à l'environnement. D'ailleurs, j'ai annoncé pas mal de choses sur les médias aussi, de prédictions, comme le tsunami au Japon 3 mois avant. Voilà, parce que je suis dedans, je le vis pleinement. Et c'est pas simple de vivre avec ce don en fait, parce que c'est quelque part à un moment donné un chemin de vie. C'est peut-être un choix d'un non-choix, c'est-à-dire c'est un choix d'âme qui serait peut-être pas forcément le choix de la personnalité. Et à un moment donné, ce choix, il s'impose et on n'a pas le choix que d'y aller, en fait. Et si on veut pas y aller, la vie elle va tout faire pour nous y remettre, nous ramener. Et il y a des moments, oui, c'est lourd aussi de toujours être dans l'autre, cette espèce de chemin d'âme qui fait que bien sûr on aide, bien sûr on nettoie, bien sûr on libère, bien sûr on apporte, bien sûr on peut aider les personnes à s'élever dans ce qu'elles sont, à se retrouver. Mais à chaque fois, on prend. Parce que le médium, il va chercher, il prend l'information, mais il transmute aussi. Il y a quelque chose qui se passe aussi à travers lui. Ça transmute à travers lui et après il le transmet. C'est ça, mais en même temps, il prend tout. Mm. Donc il faut aussi que lui, il ait bien sa prise de terre pour pas prendre toutes les énergies négatives de la personne qu'il a en face de lui, de pas voilà. Et puis alors ça me le fait plus. Mais une période quand j'étais plus jeune, j'avais des mal-être permanents et je comprenais pas ce qui m'arrivait parce que j'étais dans un endroit, je captais un truc, je savais pas quoi, et je me sentais mal. Où je me mettais à pleurer, je comprenais pas pourquoi. Donc j'étais permanence traversée par des choses que je comprenais pas et qui étaient difficiles à gérer pour une enfant, pour une adolescente. De sentir en fait des tas d'énergie comme ça qui sont là et on ne sait pas pourquoi. Ça s'apparente à de l'ultra-empathie?
Oui, on pourrait dire ça comme ça, oui, c'est ça. C'est une ultra empathie qui va peut-être encore plus loin parce qu'il y a toutes les informations qui arrivent aussi à travers ça. Oui, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qui nous est imposé. Alors, il y a des difficultés en chemin. On va revenir sur justement comment ça se vit dans le quotidien d'une médium, d'une maman qui est médium, à travers vos enfants, à travers vous, de toute cette complexité. Qu'est-ce que ça vous apporte d'essentiel à vous aujourd'hui d'être sur ce chemin de médium? Bah, en fait, moi aujourd'hui, je l'ai pleinement accepté. Parce qu'il y a une période où j'avais du mal à l'accepter. Donc j'ai fait beaucoup d'études, je me suis cherchée, je voulais pas y aller complètement, j'avais des peurs. Du coup, j'étais pas bien avec moi-même en fait. Parce que je pense que lorsqu'on n'est pas aligné avec vraiment le chemin de vie, le chemin d'âme pour lequel on est venu, on peut pas être complètement en phase avec soi, bien avec soi. Et en fait, moi, depuis que j'ai pleinement accepté et que j'ai accepté aussi finalement de me moquer complètement du regard des autres, hein, et particulièrement ma famille qui n'a pas du tout accepté ce que je pouvais être, si ils ont commencé à m'accepter quand ils m'ont vu à la télé, qu'ils se sont dit ah, peut-être que quand même elle fait quand même du bien. Mais sinon, je n'étais pas vraiment reconnue. J'étais un peu le vilain petit canard de la famille. Donc à partir de là, moi maintenant, ça m'est complètement égal ce qu'on va penser de moi, ce qu'on va pas penser de moi. Je me suis trouvée aujourd'hui. Je sais qui je suis et je suis heureuse d'être en ce chemin parce que je suis épanouie de ce que je donne, de ce que je fais, parce que je suis complètement alignée avec ce qui m'habite. Même si par moments, bien sûr, il y a des moments, j'en ai eu des moments de doute aussi, on se dit mais ça suffit, stop, j'en ai assez, j'en peux plus, c'est fatigant, j'ai envie d'autre chose. Mais on y revient toujours en fait. Parce c'est qu'on plus vous fort. l'impose, parce que c'est plus fort que Plus vous, la fort vie que vous soi. l'impose. Ouais. Plus fort que soi. Ouais. Et alors, justement, pour vos enfants, parce que vous avez 2 filles, quand elles Oui. étaient petites, j'imagine que ce n'était pas toujours facile de dire ce que vous faisiez. Est-ce que ça vous a aidé aussi à certains moments pour, je sais pas, par rapport à des examens, par rapport à des situations, alors elles c'est ont vrai que- envie de savoir. Ils m'ont demandé, en effet, sur quel sujet je vais tomber, qu'est-ce que tu sens, connecte-toi. Mais en fait, j'ai 2 filles. Alors, c'est vrai que quand j'étais enceinte, de la médiumnité. Et mes 2 filles sont quand même assez ouvertes aussi. Je pense que j'ai transmis quelque chose par rapport à ça. Ma fille aînée, quand elle avait 7 ans, m'a annoncé la mort de mon père, par exemple. Elle m'a dit, si tu ne vas pas le revoir, elle avait 7 ans, tu ne le reverras plus. Et c'était vrai, je ne l'ai pas revu. Ouais. Donc, voilà, elle avait beaucoup de perception. Et la plus jeune est très, très médium, ma fille, la deuxième. Elle capte énormément de choses. Du coup, on se comprend bien parce qu'elle a ce don finalement aussi en elle. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'elle a une conscience aussi très ouverte, hein, mais en même temps une grande sensibilité. Donc, il faut gérer. Il faut gérer tout ça dans un univers familial. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup, voilà, ça va toucher beaucoup aussi les réactivités parce qu'on est toutes des hypersensibles avec ça. Mais en même temps, comme moi j'ai traversé ça et que j'ai aussi aujourd'hui accepté ça et que je les comprends, donc je peux comprendre plus facilement, je les accompagne là-dedans. Et puis jeunes, on a fait beaucoup de choses aussi ensemble. On a beaucoup expérimenté. Je les ai emmenés aussi au Népal, en voyage. Voilà, on a beaucoup expérimenté. Je leur ai fait découvrir un univers qui était aussi cet univers qui est le mien. Mais ça a été difficile petite parce que ma fille me disait mais je comprends pas quand je parle à mes amis voilà qu'on peut parler aux anges qu'on a des elle me croit pas donc elle comprenait pas en fait elle qu'on la croit pas voilà Bien donc sûr. c'est tout un chemin mais c'est parfois électrique un peu à la maison oui c'est sûr. Mais ça a permis en tous les cas un socle aussi familial, en fait, une complicité autour de quelque chose d'impalpable, autour de l'invisible. Ah tout à fait oui tout à fait c'est vrai qu'à la maison l'invisible fait partie du quotidien de vie. Aujourd'hui, avec le recul qu'elles ont, comment elles se positionnent par rapport à tout ça? Ben en fait aujourd'hui ma fille aînée a mis un peu de retrait. Voilà, elle fait psycho en même temps, hein. Elle est en deuxième année de psycho, mais euh, elle est un petit peu en retrait aujourd'hui par rapport à ça. Mais ma deuxième, elle est complètement dedans. Voilà, donc du coup, après, peut-être qu'il y a un besoin à un moment donné aussi voilà, de se trouver, au-delà d'une mère aussi qui est là, C'est pas facile, je pense, de trouver sa place aussi à côté d'une mère qui a pris sa place fortement à travers ce qu'elle est, à travers son don, à travers aussi les médias, à travers tout ce que je peux proposer. Hein, parce que voilà, je suis aussi quelqu'un avec beaucoup de force et d'énergie, même si derrière, il y a une grande sensibilité qui est là. Oui, donc pour elle, il faut trouver sa C'est singularité. ça, c'est trouver... À côté de quelqu'un, bien c'est sûr, ça. qui a déjà son charisme C'est ça, et un terrain déjà investi. c'est ça. Pour vous, c'est une mission, c'est un devoir de continuer sur ce chemin de la médiumnité? Je dirais plus une mission, un devoir. Ouais, c'est vraiment une mission. C'est une mission d'âme et je me laisse vraiment guider aussi par ce qui m'appelle, par
parce qu'il me nourrit. Et c'est pour ça que j'expérimente beaucoup, j'ai fait beaucoup de formations et qu'aujourd'hui je continue à faire des formations pour apprendre, voilà, voir ce qui va me parler, pas me parler. Oui, c'est une véritable mission pour moi. Comme quand je suis allée vers ce chemin aussi thérapeutique, c'était une mission, c'était un appel d'aller vers là. Parce que je me suis rendu compte que la médiumnité avait ses propres limites. C'est-à-dire que lorsque l'on va dire à quelqu'un, il va vous arriver ça par rapport, par exemple, à une rencontre, surtout la rencontre amoureuse, parce qu'on touche le plan psycho-émotionnel, émotionnel. Donc, vous allez rencontrer un homme, puis on le décrit, il est comme ci, il est comme ça, il travaille dans ci, on peut avoir une flash sur les yeux, les cheveux, enfin tout ça. Et il y a des personnes, paf, ça arrivait dans la description, et d'autres, et on recule, et on recule, et on recule en un an, et on recule. Pourquoi il y a des personnes chez qui ça ne fonctionne pas? Et je me suis rendu compte qu'en fait, on attirait à soi aussi en fonction de ce que nous portons, nous-mêmes dans notre propre champ d'énergie, dans toutes nos mémoires, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons cumulé de notre enfance, de nos mémoires parentales, transgénérationnelles, karmiques, de toute l'éducation qu'on a eue de 0 à 7 ans, où toute cette construction émotionnelle se fait. Et les parents, parfois, ont bien des failles, on n'est pas parfait. Voilà. Et on transmet aussi tous nos poids, nos peurs, nos limites, etc. Et tant qu'on n'a pas, quand on ne s'est pas réaligné avec qui nous sommes, eh ben on ne va pas attirer à nous véritablement ce qui est en relation avec nous profondément, mais avec nos blessures. Et c'est pour ça que je me suis formée à la déprogrammation des mémoires cellulaires, les soins chamaniques depuis 30 ans, que je suis dans cet univers, et puis la musicothérapie énergétique et bien d'autres outils, parce que je me suis dit qu'il y a un besoin d'aller plus loin pour que la personne, justement, puisse se rencontrer, puisse retrouver sa propre liberté, puisse accéder à ce qui est vraiment fait pour elle, dans ce qu'elle est fondamentalement. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les femmes aussi, parce que la femme a perdu un peu de son pouvoir. Pas de son pouvoir à un moment donné, elle a cru qu'il fallait y aller comme ça, dans le masculin. C'est pas un pouvoir de domination, voilà. c'est un pouvoir de puissance Voilà, personnelle. de sa propre puissance de femme, dans sa matrice, dans son cœur. Et souvent, ce pouvoir, il a été bien abîmé chez la femme, où elle pense que sans l'homme, elle n'existe pas, où elle remet son pouvoir, où elle se dit que sans la relation, elle est rien, et qu'elle a besoin d'eux, et que voilà. Donc, ce pouvoir se réhabiliter, cette propre liberté, cette propre puissance, qui va permettre justement d'attirer un homme qui va être aligné à ça. Parce que si je suis dans une blessure de rejet, d'abandon, et que j'attends que l'autre vienne me nourrir, mais qu'est-ce que je vais attirer à moi? Un homme qui va vouloir me posséder, ou qui va vouloir qu'il mettre de l'emprise, etc. À partir du moment où je suis moi-même libre de ma propre énergie, que je sais qui je suis, que j'ai mon cœur qui est suffisamment ouvert pour aussi accueillir, ben qu'est-ce que je vais accueillir? Un homme dans la bienveillance qui va aussi pouvoir m'accueillir pleinement. On est des résonances. Le monde est une résonance. Et on attire à soi en permanence avec ce que nous sommes, ce que nous portons. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller dans tout ce chemin d'expérimentation pour offrir autre chose et aller plus loin, justement. Oui, déjà le vivre pour vous-même et ensuite ça. pouvoir le transmettre. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes, vous, en résonance du mieux que vous le pouvez avec ce qui vous correspond? En tout cas, oui, je dirais oui. En tout cas, je fais au mieux avec moi-même. Voilà. Voilà, on a tous des failles, on a tous des blessures, on n'est pas parfait, la perfection n'existe pas. Mais en tout cas, j'essaie de mettre de la conscience à chaque instant sur ce qui m'habite, sur ce que je peux vivre. Parce que finalement, l'ombre, c'est une part qui n'a pas encore été éclairée. Et la lumière, elle peut aussi nous éblouir. Donc, c'est à chaque moment, j'essaie en tout cas de mettre de la conscience dans ce que je suis et de regarder ce que j'ai peut-être encore besoin, oui, de transformer. Parce que plus on avance et plus on se transforme et plus on enlève des couches, puis on a encore des couches. Donc, voilà, c'est aller de plus en plus vers soi. C'est ça qui est important. Est-ce que vous pensez, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, des femmes qui sont conditionnées par aussi dès la jeune enfance, par les dessins animés qu'on peut voir, les histoires où si on n'a pas l'homme à ses côtés, on ne chemine pas de la même façon, où l'homme amène le bonheur. Vous avez l'impression que vous avez été une femme, une enfant petite amputée, ou justement conditionnée par ce reste, que vous avez été une femme blessée par la suite. Comment vous traversez votre condition de femme pour être devenue la femme que vous êtes aujourd'hui? Eh oui. Alors moi, oui, j'étais une femme déjà avec une mère qui était très, très dure, très violente, donc beaucoup coupée de moi, de mon énergie vitale. L'énergie vitale, c'est la sexualité quand même, à la base. Cette énergie de vie qui nous donne cette spontanéité, cette présence à nous-mêmes, cette force de vie. Et avec un sujet très tabou chez moi, on n'en parlait pas, surtout pas en parler, c'était vraiment le truc à pas aborder. Voilà, c'était même, à la rigueur, c'était sale, quelque part. Donc c'est sûr, quand on commence à être élevé là-dedans, avec la toute-puissance de l'homme, bien sûr,
En sachant que l'homme aussi lui-même, hein, on l'élève avec cette espèce de surpuissance où il doit faire jouir la femme, il doit être là dans sa puissance masculine, et finalement il prend et il n'est même pas à l'écoute de sa sensibilité ni de la sensibilité de la femme, puisqu'il est coupé de lui-même, il ne veut pas y être. Donc en effet, j'ai été élevée dans tout cet environnement, puis j'ai judéo-chrétien, catholique, le péché mortel, enfin tout ça, quoi, jamais avant le mariage. Ouais, donc j'ai eu un parcours assez difficile. Et puis, j'ai été une femme aussi qui a vécu de l'abus, parce que, ayant eu une mère qui m'a abusée, j'ai rencontré l'homme qui m'a abusée. Donc, je viens d'un parcours de femme qui a eu cette envie de transmuter tout ça. Ça a été comme une quête, en fait, chez moi, d'aller vers ce chemin de femme, de me retrouver, de transmuter, de me réhabiliter, de soigner mes blessures, d'aller reconnecter ma puissance féminine dans mon cœur, dans ma douceur, dans ma matrice, parce que j'ai été très yang aussi quand j'étais plus jeune, en protection, donc aussi un côté très, très yang. Mais c'était un parcours de femme, en fait, ouais, que j'ai fait, que j'ai eu comme un appel de faire, en fait, pour pouvoir le transmettre aussi aujourd'hui aux femmes qui viennent me voir. Et voilà, comme je suis jusque-boutiste, je suis allée aussi en Égypte, sur les traces d'Isis, pour rencontrer cette énergie. J'ai fait énormément, j'ai suivi la voie du Tantra, avec un magnifique maître qui n'est plus là aujourd'hui, Soudir. Qui m'a énormément aidée aussi en tant que femme pour réhabiliter cette Shakti, cette femme qui prend sa place dans sa puissance de cœur, qui peut accueillir l'homme aussi véritablement, et qui ne remet pas son pouvoir, parce que sa force d'amour, c'est elle qui est initiatrice finalement de cette énergie d'amour. La femme, elle est excessivement puissante dans ce qu'elle porte, dans ce qu'elle est. Elle est la seule à être à donner la vie dans son ventre, dans sa matrice. Donc c'est pas rien, elle est reliée au sang, elle a ses lunes, elle porte le sang, elle est reliée à la terre, mère. Elle est puissante, la femme. Mais on lui a appris, voilà, dans toute cette éducation, dans tout ce qu'on a pu vivre, qu'elle était soumise et qu'elle n'avait pas le droit, et qu'elle devait subir, et qu'elle doit accepter, et qu'il n'y a que l'homme qui peut la faire jouir, mais c'est complètement faux. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi un chemin de découverte, que c'est un équilibre homme-femme, mais la partie homme qu'on a en nous, la partie femme qu'on a en nous, et les hommes de la même façon, Exactement. mais qu'on n'est pas ni en opposition, ni en rapport de force. Nous sommes en complémentarité. Exactement. Avec chacun sa part de sensibilité du sexe opposé. Exactement. En tout cas, la sensibilité féminine pour les hommes et la sensibilité masculine pour les femmes, en plus de leur part de féminin et de masculin Bien pour sûr. les hommes. Le pardon, ça a été quelque chose d'essentiel sur ce chemin de la reconstruction. Oui, c'est très important, pardonner. Se pardonner aussi. Et pardonner. Et oui. La résilience aussi. Oui, la résilience aussi. J'imagine sur un chemin de fracture où il faut pardonner, accepter, transcender et après accueillir la vie tout en ne restant pas sur des colères, sur des choses pas admises. Oui, parce que forcément, dans tous ces chemins de vie, il y a beaucoup de colère. Parce que quand on te dit tais-toi, ne prends pas ta place, on se coupe de soi. Et quand on se coupe de cette communication, c'est la colère à l'intérieur de soi. Et cette colère, elle se retourne contre nous à un moment donné, inévitablement. Ça peut être la maladie, le cancer, ça peut être quelque chose qui va nous mettre en permanence mal à l'intérieur. On ne peut pas construire, on ne peut pas ouvrir, on ferme le cœur. Donc oui, la colère, elle est là. Mais c'est une énergie puissante, la colère aussi, qu'on peut transcender. Parce que c'est puissant quand on est en colère, on en a de la puissance. Là, on est connecté, là, puissant, la colère. Donc qu'est-ce que je peux faire de cette colère aussi pour en faire une énergie de vie, de création, et non pas qu'elle se retourne contre moi. Mais à un moment donné, on a besoin de la sortir, de l'exprimer, cette colère, pour vraiment se trouver aussi dans sa propre paix. Sinon, c'est pas possible. On ne peut pas rencontrer la lumière si on ne rencontre pas l'ombre. Bien sûr. Et il faut accepter l'ombre pour vivre la C'est ça. lumière. Parce que souvent, l'ombre, la souffrance, la douleur, on la refuse. Donc, on est dans une forme de fuite parce qu'on n'a pas envie d'avoir mal, parce qu'on n'a pas envie d'être dans le noir. C'est ça. Et d'accepter de traverser, d'accepter ces émotions désagréables un temps. C'est aussi accéder à autre chose de façon, effectivement, plus paisible aussi après. C'est ça, c'est avoir la capacité. C'est ce que je dis. Pour moi, le guerrier de lumière, c'est celui qui va plonger dans son ombre, qui va la regarder en face pleinement, l'accueillir pleinement, pour la transmuter, y mettre de la lumière et que ça se transforme et qu'il n'y ait plus ça à l'intérieur, qu'elle soit éclairée, cette part d'ombre. Mais ce n'est pas facile d'aller vers cette dimension de soi. Ça demande parfois beaucoup de courage et tout le monde n'est pas prêt. Il y a beaucoup de personnes qui restent dans la peur parce que c'est confrontant. Parce que ça veut peut-être dire aussi lâcher tout un système de vie, même si ça a été toxique, mais j'ai existé à travers ça. Donc si je lâche ça, qu'est-ce qui me reste derrière? Peut-être plus rien.
Mais quand on lâche, waouh, c'est... Le lâcher prise qui ouvre tout. C'est là, waouh, ça peut, même, ça peut être extatique derrière. Alors justement, certains adoreraient avoir des dons médiumniques et d'autres disent qu'on peut tous être médium. Vous en pensez quoi? Alors moi, je dis, on peut tous être médium. Je dis non. Je dis, on ne peut pas tous être médium. Je dirais qu'on a tous la capacité à accéder à un endroit de nous qui nous permet d'ouvrir. Voilà, c'est quelque chose qui peut se travailler, qui peut s'ouvrir, mais on n'est pas tous des médiums. Voilà, la médiumnité, la clairvoyance, c'est quelque chose avec lequel on arrive, ou à un moment donné qui se met face à nous. Mais c'est comme si je disais, on est tous capables de faire un super gâteau au chocolat. Non, on va prendre un bouquin de cuisine. Il y a des personnes qui vont prendre un bouquin de cuisine, elles vont suivre la recette à la lettre. Elles ne feront jamais un bon gâteau au chocolat. Et il y en a qui vont faire ça intuitivement. Et paf, elles vont se dire tac, 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 ça me parle, je mets ça. Et paf, ça va être magnifique, ça va être un magnifique gâteau. Donc moi, c'est un peu la même chose. Je dirais que on a tous des capacités, mais on n'est pas tous avec les mêmes capacités. Et on ne développe pas tous les mêmes capacités, parce qu'on a tous nos différences, et on a tous les endroits où on va, en effet, pouvoir exceller, et d'autres moins. Voilà, donc on est tous des êtres différents. Alors oui, on a une potentialité. Alors en 2001, vous commencez à être médiatisé, on vous entend dans des émissions de radio, de télé. Comment on gère l'accès à la médiatisation et la crédibilité qu'on a besoin d'avoir? Parce que d'un côté, j'imagine que la médiatisation vous donne de la lumière. La lumière, elle expose aussi, elle éblouit Bien certains. sûr. Comment vous l'avez vécu? Alors c'est vrai que dès que j'ai accepté d'aller dans cette voie de la médiumnité, j'ai eu une espèce d'ouverture. En fait, là, la vie, waouh, elle m'a ouvert des portes incroyables. J'ai jamais cherché à faire une émission, mais premier salon, premier article, Canis ce matin, première émission avec Sophie Davant à l'époque, 2001. Puis après, bon, j'ai enchaîné, j'ai fait, je crois, toutes les chaînes de télé, tous les plateaux, les reportages. Je me suis beaucoup amusée aussi. Et puis j'aime cette transmission, j'aime cette communication. Alors c'est vrai qu'au début, je dirais que j'avais peut-être un petit peu une soif de la reconnaissance, hein, parce que, comme je n'avais pas été reconnue beaucoup non plus, être reconnue dans ce que j'étais, c'était génial. D'être entendue enfin. Voilà. Et du coup, j'étais dans cette soif de reconnaissance au départ. Aujourd'hui, c'est plus ça que je vis du tout. Aujourd'hui, c'est du plaisir d'être dans la transmission. J'attends plus d'être reconnue. Voilà, donc je continue parce que j'aime transmettre, j'aime donner, j'aime, voilà. Mais en même temps, je suis plus dans cette énergie-là. Mais en effet, il y a 20 ans, j'étais peut-être plus dans cette quête-là. Et ça me faisait du bien, finalement. Ça me faisait du bien aussi de me dire, waouh, je suis sur des plateaux. Et puis, j'ai animé la première émission de voyance en direct, quand même, à l'époque. Ça s'appelait Medium sur Camp 24. Bon, après, ça fait 15 ans que je suis sur une autre chaîne. Mais je veux dire, pour moi, c'était énorme. Je disais, ah, on me reconnaît, on me reconnaît. Et d'ailleurs, mon vrai prénom est Isabelle. Hein, et j'ai pris le prénom d'Annabelle pour aller dans cette dimension aussi de ce changement de vie. Parce qu'Annabelle, c'était une nouvelle naissance. Hein. Voilà. Et Isabelle, elle avait besoin encore de... Elle n'aurait pas pu, Isabelle. Il y a une signification particulière à ce prénom, d'ailleurs, Annabelle? En fait, moi, je l'ai pris vraiment en résonance avec Isabelle, Annabelle. Je voulais que ce soit un peu la même. Il y a un petit clin d'œil quand même. C'est quand même un peu toujours vous. Voilà. C'est ça. Mais du coup, j'ai fait tout un travail aussi pour aller les réconcilier, les deux parcelles. Parce qu'il y en a une qui m'a aidée à un moment donné à m'en sortir. Oui. Et l'autre, elle avait besoin aussi de trouver sa lumière. Donc, il y a eu, à un moment donné, ça m'a aidée. Et puis, cette médiatisation, puis Annabelle, elle a pris sa place, elle a été reconnue. Donc, c'est super pour moi. C'est vrai qu'au début, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose qui était, waouh, cette quête-là. Puis parfois, cette peur aussi derrière de se dire, puis si j'ai plus de médiatisation... Voilà. Mais en même temps, ça a continué et puis ça continue. Mais en même temps, je ne le vis pas du tout comme ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a été intéressant pour moi. Et en même temps, j'ai toujours fait confiance. C'est-à-dire que sur tous les plateaux sur lesquels j'ai été, même les émissions, parfois j'arrivais en reportage, moi j'y allais un peu comme une kamikaze en fait, parce que je faisais confiance. Et en même temps, jamais on a réussi à me décrédibiliser. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment été génial parce que aussi cette double expérience entre mon cursus scientifique, donc quand même aussi une connaissance sur pas mal de choses. On n'a jamais réussi à me décrédibiliser, voilà, sur tout ce que j'ai pu donner dans mes émissions. Donc ça a été super. Et parfois même, je me suis mouillée dans des choses que j'aurais jamais peut-être fait moi-même. À l'Institut psychique international, je suis allée faire des expériences comme ça avec les caméras devant. Je me suis dit, fais confiance à ton don. Et puis, il m'est arrivé des trucs incroyables que j'avais jamais expérimentés. J'étais dedans complètement. Voilà. Donc, je suis restée dans cette confiance permanente. En fait, je crois que c'est ce qui m'a sauvé la vie, ma confiance, ma foi, la foi que je pouvais avoir. L'ancrage aussi.
Je dirais pas l'ancrage, parce que l'ancrage, vraiment eu du mal à m'ancrer. Je me barrais souvent parce que j'avais besoin d'être là-haut et c'était bien pour moi. Et avec tout ce que je vivais, c'était mieux d'être là-haut. Donc j'ai eu besoin de travailler vraiment ce positionnement, cette terre, cet ancrage en moi-même. Et puis voilà, j'ai beaucoup expérimenté aussi à travers mes voyages. Donc j'étais en Amazonie aussi. J'ai vécu des expériences très fortes qui m'ont aussi amené à travailler ça, à retourner dans cette matière, à accepter d'être pleinement dans cette matière en fait. Alors justement, tous ces voyages initiatiques, chamaniques, puisque vous avez fait quand même une vingtaine, trentaine d'années autour de toutes ces expériences, est-ce qu'il n'y a quand même pas des moments où vous avez l'impression que vous ne, je vais dire, on ne touche plus terre, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas plus déconnecté par moment qu'on ne doit être connecté? Non, parce que finalement, je fais que des voyages initiatiques, hein, mais à chaque fois, je me suis rencontrée un peu plus. À chaque fois, pour moi, toucher une terre, c'est aussi toucher une partie de soi. C'est aussi se reconnecter à soi. Donc pour moi, ça a été plutôt des reconnexions, des réactivations de mémoire. Voilà, rencontrer les chamans, je suis allée dans l'Himalaya, je suis allée au Pérou, je suis allée au Mexique, je suis allée au Népal, je suis allée en Inde. J'ai rencontré à chaque fois des êtres qui m'ont aussi reconnecté à des parcelles de moi. Après, j'ai été une personne très jusque-boutiste, hein, un peu à prendre mon sac à dos, à partir toute seule au Pérou, voilà, parce que j'avais besoin de me confronter aussi à mes propres limites. Parce que quand on vit une enfance un peu difficile comme ça, on n'a pas la limite. Donc, on la cherche. Donc, j'ai été me confronter au plus profond de moi-même pour trouver mes limites. Mais je me suis rencontrée un peu plus à chaque fois, en fait. Et j'adore voyager et je continue, je vais continuer. Alors vous avez eu aussi des grands passages à vide. Mhm. Il y a eu une période, je crois, particulièrement difficile avec plus de maison, plus de travail, plus d'argent. Oui. Comment est-ce qu'à un moment donné, on garde sa foi, sa solidité? Comment on rebondit et comment tout s'ouvre? Alors, ce qui s'est passé dans cette période-là, c'est que justement, je ne voulais pas y aller dans cette voie qui était la mienne, même si je faisais tout le temps à côté des expériences spirituelles, que j'ai suivi un maître soufi hindouiste, j'avais 20 ans, que j'ai toujours fait de la médiumnité à côté à mes amis, mais je ne voulais pas y aller complètement. Il y a une partie de moi qui résistait. Et à un moment donné, donc je travaillais dans l'industrie aéronautique à l'époque, hein, et donc on me propose un poste pour me faire travailler dans l'industrie automobile. Et puis là, on me débauche, et puis en période d'essai, on ne m'embauche pas. Donc je me retrouve sans rien. Je me dis, ok, très bien. Je crois que j'ai plus du tout retourné dans l'industrie aéronautique. J'étais malheureuse là-dedans, en fait. Et là, je me dis, ok, puisque j'ai jamais pu aller dans l'artistique, que moi, je suis une artiste à la base, j'aime tout ce qui est créatif, je vais refaire une école d'art. Donc j'ai refait une école d'art, l'INSA. Et puis, sortie de là, je rencontre quelqu'un qui me propose un poste dans la production. Donc, j'étais déjà sur des droits, des fins de droit. Donc, il me propose ce poste dans la production de visuels. Et puis, finalement, il ne me donne jamais de contrat. Je signe jamais rien. J'étais sur mes fins de droit. La personne chez qui je louais l'appartement me dit, ben maintenant, c'est fini. Je redonne mon appartement, donc tu dois partir. Je me suis retrouvée sur un zéro pointé de ma vie. Voilà, j'en ai eu plusieurs des angles droits, mais celui-là, il était total. Plus rien. Plus personne. C'est le vertige. Plus rien. Plus de moyens, plus d'argent, plus de maison, plus rien. Et là, oh, je me suis dit, mais là, je suis où, là? Et là, ma voix, elle m'a dit, mais ça y est maintenant. Il est temps que tu y ailles. Il est temps que tu y ailles. Et là, j'ai dit oui. Et c'est là que j'ai commencé à faire mon premier salon. Que tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert, en fait, quand j'ai accepté d'aller et de dire ce oui à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est lâcher prise et arrêter d'avoir peur? Ce lâcher prise, justement, c'est accepter de se dire, je n'ai plus peur d'avoir peur et je n'ai plus qu'à faire confiance à la vie, à moi-même. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que quand on lâche tout, finalement, il y a tout qui s'ouvre, on croit qu'on perd et en fait on gagne? C'est ça. C'est ne plus avoir peur d'avoir peur. Et c'est de se remettre en pleine confiance de ce qui doit être pour soi. Sans forcément subir, attention. C'est-à-dire que je mets l'énergie dans la matière, je mets une action, je suis vigilante et je suis là, bien là dans ma présence. Mais je mets et après je laisse. Ce qui doit être pour moi, doit être pour moi. J'accepte quelque part aussi le juste dans cette résonance et dans ce lâcher-prise. Et dans le tantra, d'ailleurs, on ne peut rien vivre si on ne lâche pas prise. L'énergie ne circule pas si on met une seule idée ou une seule pensée de « je veux » ou « je voudrais ». Parce que si je veux, je suis en quotidien, je veux. Je suis plus avec moi-même déjà. C'est quand même une crête, j'allais dire, très fine. En fait, c'est un chemin très ténu parce que j'imagine quand on est face à ce vertige où on n'a plus rien, c'est compliqué de ne pas avoir peur. C'est que là, a posteriori, vous le racontez et le rebond a eu lieu, mais
profondément, en sincérité, je pense à certaines personnes qui sont dans des situations parfois vertigineuses. Bien sûr. Et à quel moment la foi peut prendre le dessus? Eh bien, étonnamment, dans les moments les plus durs de ma vie, c'est là que j'ai eu le plus de confiance en ce qui pouvait se passer pour moi. Mm. C'est là, justement, quand je me suis retrouvée dans ce vide, que ce qui m'habitait était encore plus présent. C'est ça qui est étonnant. Et oui, Et la force, c'est son socle intérieur. et oui, c'est ça, la force, la foi en ce qu'on est, la foi en la vie, la foi en ce qui doit être, la foi en cette conscience universelle et de laquelle nous ne sommes absolument pas dissociés en fait. On fait tous partie de la même source, on vient tous de la même cellule. Alors, vous parliez tout à l'heure de nombreux voyages que vous avez faits, initiatiques ou pas initiatiques, en Inde, en Himalaya, en Amérique du Sud. Et vous disiez, on met les pieds sur différentes terres. Et le fait, justement, d'être sur différents territoires, ça nous reconnecte peut-être soit à différentes existences, soit à différentes émotions. Et comme vous êtes allé après sur des thérapies avec la mémoire cellulaire, C'est ça. est-ce que tout ça a un lien? Comment vous interprétez tout ça? Mais oui, c'est un lien, puisque, voilà, en effet, je fais la déprogrammation des mémoires cellulaires et reprogrammation. Et oui, donc on est porteur de toutes nos mémoires. Et pour moi, dans notre corps aujourd'hui, nous ne sommes pas que là, cette vie incarnée, nous sommes la somme vibratoire de toutes nos existences. Et nous sommes porteurs de plein de mémoires antérieures, de mémoires, et parfois d'ailleurs, il y a des mémoires, quand on est bloqué dans une mémoire antérieure, on n'avance pas dans notre vie aujourd'hui, parce qu'on a pu faire peut-être des pactes à un moment donné sur certaines choses et on est bloqué là. Et du coup, en effet, remettre le pied sur une terre, d'ailleurs on n'y va pas pour rien, parce que moi, chaque fois, c'était un appel. Je me sentais appelée par là, je disais, il faut absolument que j'y aille, c'est un truc qui m'appelle. Et à partir de là, il s'est passé des choses incroyables, en effet, de reconnexion, comme si je me retrouvais chez moi, en Amérique du Sud. D'ailleurs, j'ai vécu avec les guérisseurs mayas, et quand j'arrive, le guérisseur me regarde, on ne se connaissait pas, hein. D'ailleurs, il parlait espagnol, moi je ne parlais pas très bien l'espagnol, mais je comprenais. Et il me regarde, et il me dit, mais je suis heureux de te retrouver. Donc là, je dis, waouh, voilà, des expériences comme ça, c'est à l'autre bout du monde, on se rend compte qu'il y a des connexions plus importantes que nous, qu'en effet, on va réactiver des mémoires. Mais quand on réactive une mémoire, c'est aussi pour s'en libérer, c'est pour mettre de la conscience. Oui, c'est pas pour générer du flou ou une surcharge. Non. Après, on n'ouvre pas non plus les portes du temps comme ça. On va pas pour s'amuser, aller regarder j'étais comment, quoi. C'est pas rien d'ouvrir la porte du temps, d'aller se reconnecter à une mémoire. C'est aussi à un moment donné pour se libérer de quelque chose parce qu'on est prêt à s'en libérer. Ou peut-être parce qu'à un moment donné, on a perdu son pouvoir et puis là, paf, dans le chamanisme, paf, on va se reconnecter à un pouvoir qu'on a connu dans le temps. Et le fait de le revivre, ah ouais, ça réactive quelque chose. Comme quand on va lire, par exemple, parfois un livre et qu'on se dit, oui, mais moi, j'en prends rien. Tout ça, quelque part, je le connais déjà. Parce que c'est au fond de moi. C'est des choses qui m'habitent. Et comment on sait qu'on a des choses à déprogrammer? Où est-ce qu'on sait? Comment on sait qu'on peut toucher le bon endroit? En fait, on a tous des choses qu'on a besoin d'aller libérer de toute façon, parce on est porteur du transgénérationnel, de l'ADN, de nos mémoires familiales, des pactes qu'on peut pu faire, de tout ce qu'on a vécu dans notre enfance. Donc forcément, on est tous porteurs de mémoire. De toute façon, nous sommes de l'eau à 80%, donc porteurs de la mémoire. Après, c'est vrai que soi-même avec soi, c'est parfois compliqué. C'est ce que je dis à mes consultants, à mes patients. Je veux dire, est-ce que si je vous donne un scalpel et que je vous dis ouvrez-vous le ventre pour soigner votre tumeur à l'intérieur, vous allez me dire ah oui Annabelle, vous êtes bien gentille, mais là non, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir à un moment donné une personne extérieure qui n'est pas engagée émotionnellement et qui a la capacité de faire la lecture justement de qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les champs d'énergie, à quel niveau ça se situe. Parce que moi, je me sers de ma médiumnité inévitablement pour aller scanner des Bien sûr. histoires. Et quand j'emmène les gens dans les voyages, parce que j'ai été initiée tout ce qui est voyage chamanique, recouvrement d'âme, voilà, tous ces chemins à travers le tambour aussi, quand on emmène dans les voyages, moi je vois. Donc je vois où est la personne, je vois, parfois on est au même niveau, elle me parle de quelque chose, je dis oui, voilà, on est au même endroit en même temps. Donc c'est génial. Est-ce que ça s'apparente par exemple à de l'hypnose régressive? De toute façon, c'est un état un peu modifié de conscience où pour aller chercher l'information, on a quand même besoin d'être dans un état modifié de conscience, léger plus ou moins. Et d'ailleurs, la rythmique du tambour, quand on fait les voyages, il y a une certaine rythmique qui est comme ça.
ta, 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 ta. Cette rythmique-là induit naturellement l'état modifié de conscience. Ça fait lâcher le mental et ça permet justement de rentrer dans une autre onde qui permet d'aller faire les voyages. Mais est-ce que ça ne peut pas finalement être ces vies qu'on découvre, ces failles dans lesquelles on se replonge, est-ce que ce n'est pas le mental qui les fabrique? Est-ce que réellement, comment on a la certitude que c'est bien une reconnexion à soi et que ce n'est pas nos propres fantasmes, nos propres peurs qui s'incarnent dans des images pour nous donner, pour nous raconter une histoire? Parce qu'on le ressent aussi pleinement dans notre cellule, dans notre corps. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai ressenti pleinement. Et puis, ça m'est arrivé d'avoir des personnes en consultation. Je me dis, mais tiens, c'est étrange. Je vois l'époque napoléonienne autour de vous qui est très marquée. Et la personne me regarde et me dit, mais c'est étonnant que vous me disiez ça. Je suis un passionné de Napoléon. Et pour moi, je suis toujours en lien avec cette époque. Vous voyez, donc, c'est intéressant quand même de voir que dans la perception, on tombe dessus. Parce que moi, je le voyais dans une autre vie, dans l'époque napoléonienne. Et lui, il me dit, bah oui, mais moi, j'adore Napoléon. Donc, c'est intéressant. Et puis, quand on fait le travail, et quand on va vivre l'expérience dans la vie antérieure, bah, la personne, elle se dit, mais waouh, je comprends tout. Je comprends tout. C'est comme des pièces d'un puzzle. Voilà, qui à un moment donné donne la solution parce il manquait une pièce qu'on n'avait pas compris, mais qui n'était pas là, qui était plus loin. Et là, il y a quelque chose qui fait que, waouh, il y a un lâcher, il y a une ouverture, parce qu'il y a une véritable compréhension de l'être, de ce qui a pu se passer. Ça prend son sens. C'est ça, ça donne un sens quelque part. Alors justement, est-ce qu'on en sort plus fort? Est-ce qu'on en sort indemne? Est-ce qu'on en sort parfois la tête à l'envers? Parce que ça chamboule aussi d'aller chercher ces informations. Est-ce que parfois, ça ne peut pas plus nous perdre d'aller chercher tout ça? Je dirais non, si c'est fait d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a une conscience à mettre là-dedans. Moi, quand je reçois une information, j'écoute vraiment ce qui est juste, qui résonne pour la personne. Voilà, et c'est important d'être tout le temps dans cette écoute, qu'est-ce qui est juste, parce que ça s'aligne quand c'est juste. Et pour moi, c'est vraiment une aide, la médiumnité. C'est vraiment apporter, c'est vraiment aider quelqu'un à y voir plus clair à l'intérieur de lui, dans un endroit où lui-même ne peut pas regarder, parce que quand on est comme ça, on ne voit plus. Et puis quand on est relié à son propre champ émotionnel, on ne peut pas aller se regarder émotionnellement. C'est compliqué. On est trop touché. Donc c'est vraiment avoir la capacité de pouvoir aider la personne à toucher, parce que quelque part, on n'invente rien. On va vraiment mettre en lumière les endroits où... Et quand on met la lumière, la personne dit « Waouh !» Mais c'est ça. Ah, je comprends. Ah ouais, je sens un truc dans mon corps. Oh, là, ça lâche, ça se libère. Ah là, je respire, mon plexus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe profondément. Il y a des informations que vous avez eues ou des choses qui ont été difficiles à dire, parce que j'imagine que ce n'est pas toujours facile d'aider quelqu'un avec des choses compliquées à annoncer ou des fractures à annoncer. Bien sûr. Comment vous l'avez géré? Peut-être quand on sent la disparition de quelqu'un, parce qu'on le sent quand même dans l'énergie, quelqu'un qui va partir. On sent déjà comme s'il y avait une fuite énergétique. Puis on peut avoir des images aussi, de choses qui arrivent, de morts. Donc quand on sent parfois aussi, c'est pas toujours simple à annoncer, mais parfois c'est nécessaire que la personne entende certaines choses pour qu'elle puisse aussi se préparer et qu'elle puisse aussi peut-être régler quelque chose qu'elle n'a peut-être pas encore réglé avec la personne qui va partir. Parce que même si on continue à être relié énergétiquement dans l'au-delà, quand on est incarné, c'est plus facile quand même de régler les choses que quand on est parti. Même si on peut les régler. Mais voilà, quand on est encore là, il y a vraiment quelque chose qui se fait dans la matière. Et là, c'est quelque chose qui s'ancre plus facilement. Donc après, oui, il y a des choses difficiles parfois à annoncer. Ça m'est arrivé aussi de me retrouver, parce que voilà, je capte tout, en face d'une personne qui avait une maladie grave. Et là, je sentais la mort, quoi. Là, waouh, c'est dur, là. Mais là, c'est quelque chose que vous pouvez annoncer à la personne Non. C'est très compliqué quand on se retrouve dans une situation comme ça. C'est vraiment donner l'espoir, peut-être, voilà. Peut-être donner l'étincelle de vie, mais de vie aussi, de vie après la vie, quoi, à travers ce qui se passe. Comme un accompagnement sur ce qui va se passer ensuite. C'est ça. Mais l'annoncer, là, c'est compliqué. Bien sûr, d'abord parce que vous ne détenez pas la vérité pour autant. Mais l'accompagner, en ouvrant peut-être un autre espace, Voilà, ça c'est quelque chose. En mettant la lumière là, il peut y avoir de la peur, bien sûr. C'est ça. Alors aujourd'hui, il y a parfois un amalgame qui est fait entre la voyance, la médiumnité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Oui.
Alors, le médium, c'est l'intermédiaire, médium, milieu. C'est celui qui va capter les informations d'autres plans de conscience pour les retransmettre dans la matière. Le chaman, entre guillemets, parce que beaucoup de chamans n'aiment pas ce terme qui a été très galvaudé, mais le chaman, c'est l'homme médecine, c'est celui qui est l'intermédiaire entre les mondes, il fait voyager. C'est ça, le médium. Il voyage, il a la capacité de voyager dans les espaces, dans les mondes, d'aller chercher les informations, d'aller chercher des parcelles, qu'on appelle les fragments d'âme, des parcelles de soi, qui, dans un choc émotionnel, sont sortis comme une partie de nous qui n'est plus là quand on a vécu un choc émotionnel. Donc lui, il a la capacité d'aller chercher, de ramener ces parcelles. Et de recomposer les fragments Voilà, de d'âme. recompenser et que la personne se retrouve entière. Voilà. Donc c'est le voyageur de l'âme, c'est le voyageur de l'espace, c'est le voyageur du temps, mais qui est dans cette matière et qui est ancré, c'est le médium. Donc il est médium et il a cette capacité de voyager dans les mondes et de connecter avec le monde des esprits, le monde des morts, le monde... Et la voyance, c'est quelque chose de plus global, c'est-à-dire qu'on peut être voyant avec des cartes. C'est pas pour autant qu'on va voyager. On peut, voilà, être... Il y a plein de supports, en fait, dans la voyance. On peut être voyant avec la numérologie, on peut être voyant avec des outils. Mais c'est pas pour autant qu'on est un médium. On a cette capacité de capter, de ressentir, de voir, de voyager, d'emmener, de rassembler. Voilà, c'est autre chose. Ça vous a fait du tort, cet amalgame, ou en tous les cas, il y a des dérives avec des charlatans, Oui. avec des gens qui disent n'importe quoi. C'est compliqué de garder sa crédibilité dans quelque chose qui n'est pas palpable et qui pour autant semble être quelque chose d'une forme de réalité, en tout cas celle que vous vivez. Bien sûr. Alors, moi, c'est vrai que les médias m'ont quand même aidé à avoir ma crédibilité. Donc, du coup, la remettre en question, c'est pas évident. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, ça a été très galvaudé. La voyance, ça a été très galvaudé. Voyance, Madame Irma, tout et n'importe quoi. C'est une profession d'ailleurs qui n'est pas du tout reconnue. Hein. On n'a pas de statut, en fait, en tant que voyant. Il n'y a pas aucun statut. Donc, c'est vrai que ça a été très galvaudé. Alors, moi, je me suis un peu battue, justement, contre ça, pour essayer de redonner une image de crédibilité. C'est-à-dire qu'on peut avoir un don, être voyante, entre guillemets, et voir, et en même temps être tout à fait les pieds sur terre, être tout à fait aussi, voilà, quelqu'un de normal, pas forcément l'aspect de Madame Irma ou d'être complètement déconnecté. Oui, sortir des caricatures qui C'est font ça. justement du tort à quelque chose sous prétexte que c'est invisible, sous prétexte que c'est pas forcément rationnel. C'est ça. En tous les cas, dans notre rationalité à nous. Donc, Et en plus, c'est vrai que c'est une profession qui n'a pas de charte, il faut le dire. Hein. Donc, il n'y a pas de charte. Donc, tout le monde peut se dire à un moment donné, je suis voyant, je fais de la voyance. Et donc, on voit hein, sur les plateformes, parfois, c'est des personnes qu'on appelle qui sont à l'autre bout du monde, qui sont voyants comme moi, je suis... Cordonnier. Cordonnier. Voilà. Et du coup, oui, en effet, il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus et puis de personnes qui peuvent abuser aussi par la peur. Hein. Moi, je connaissais il y a des personnes comme ça qui prenaient des jeux de cartes et qui mettaient que les cartes négatives. Donc la personne disait, il va arriver ça, c'est terrible, votre fille, mais moi je peux faire quelque chose. Vous me donnez 3 000 euros, voilà, mais à ce moment-là. Donc tout ça, ça a desservi à la profession, en effet. Mais après, je dirais que c'est aussi aux consultants d'écouter qu'est-ce qui se passe quand je rencontre un médium, un voyant, comment je le capte, comment je le ressens. Est-ce que je laisse mon pouvoir comme ça, tout mon pouvoir? Parce que là, il y a une demande, il y a une fragilité, on est dans sa vulnérabilité. C'est tellement facile de rentrer et finalement de jouer avec ça dans une forme de prise de pouvoir sur l'autre. C'est là que ça demande d'avoir beaucoup de conscience, de se dire qu'il y a une loi divine, qu'on ne peut pas se permettre n'importe quoi. On peut pas. Là, il y a une connexion, il y a une loi, c'est jamais mettre ne serait-ce qu'une pointe de pouvoir sur l'autre, parce qu'il y a une loi dans tout ça. Ça ne devienne pas non plus un directeur de conscience, même si ça peut sembler confortable de s'en remettre à la responsabilité de ce qu'on nous dit. Donc ça peut empêcher de faire des choix, ça peut en inciter d'autres, et c'est là où ça peut être pervers, hein, justement. Et nous avons notre part de responsabilité. Exactement. Et ça, c'est important de le dire, nous sommes responsables de nous-mêmes. La voyance, c'est une guidance, ça permet d'avancer, ça permet de comprendre, ça permet de se réparer, ça permet d'éclairer, ça permet en effet, d'appréhender des situations. Mais nous sommes des êtres responsables, nous avons aussi un libre arbitre au milieu de tout ça. Voilà. Et c'est important de le dire. On ne remet pas toute son identité à quelqu'un qui va vous dire tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça, là on perd son pouvoir. Mais écoutez, se dire ah ouais, en effet, oui, ça me parle, oui, en effet, oui. Et en même temps, ça fait du bien de se dire aussi qu'il y a quelqu'un sur son chemin de vie. Quand on n'y croit plus, quand on se dit qu'on va rester seul toute sa vie, ça fait du bien. Parce que quand on voit quelqu'un, de dire oui, il y a quelqu'un qui est là. Waouh, c'est chouette, ça fait du bien. Mais
peut-être que pour y accéder, j'ai aussi, moi, besoin de faire un travail sur moi, de régler certaines choses. Donc, c'est aussi prendre sa part de responsabilité. Et sa part d'action. Encore Et sa faut-il. part d'action, soi-même avec soi-même, Eh oui. d'y aller. D'ailleurs, dans mes soins, je responsabilise toujours les personnes qui sont en soins avec moi. Elles ont leur part à y mettre. Parce que si elles ne mettent pas leur part, c'est pas moi qui vais faire pour elles. C'est pas possible. C'est un travail qu'on fait à deux. Ça, c'est important. Le deux. Chacun sa part de responsabilité. Chacun ce qu'il a à mettre dedans pour que ça puisse vivre et se créer. C'est comme la relation. Une relation, c'est une entité à part entière. Si une femme qui met tout et que l'homme ne met rien, ça n'existe pas. Mais si chacun met et avance et prend sa part et se regarde et on avance ensemble, on reste en soi. Sinon, on se perd dans l'autre. On fusionne dans un endroit qui n'est pas juste. Alors pour continuer sur les amalgames, amalgame entre spiritualité et religion, c'est quelque chose qui fait défaut, c'est quelque chose qui vous agace aussi? Alors, peut-être faire défaut, peut-être pas forcément quand même, parce que la spiritualité, comme aujourd'hui, on en donne un univers plus vaste. Mais pour moi, la religion, pour avoir été élevée en plus dans ce concept religieux, qui est un enfermement de l'homme par l'homme, hein, pour moi, je dirais que c'est beaucoup basé sur la culpabilisation, les principes, les limites, les croyances, les peurs. Voilà, on est quand même dans quelque chose qui enferme l'homme là, dans la religion, malheureusement. C'est pour ça que beaucoup d'êtres ne s'y retrouvent plus et vont justement vers cette voie de spiritualité qui permet d'ouvrir sur un autre champ de conscience et d'être un être libre et conscient de soi, en fait, de retrouver sa propre liberté. Et j'ai suivi quand j'avais 20 ans, 5 ans, un maître soufi hindouiste magnifique, qui s'appelait Pir Velayat Khan, qui écrit des livres d'ailleurs. Et lui, il avait créé, enfin, il avait conceptualisé une voie qu'il appelait la voie de l'universel, où étaient réunies justement toutes les voies avec leur essence spirituelle. Et l'énergie christique, l'énergie bouddhique, l'énergie, voilà, toutes les voies chamaniques, voilà, tout ce qui était. Et il y mélangeait les arts et les sciences. Et quand j'ai rencontré cet homme, je me suis dit, mais c'est génial. C'est génial parce qu'il a tout compris. Il est dans cette voie de l'unité, en fait. Voilà. Et ça, c'était un très bel enseignement. Il nous disait toujours, mais je ne suis pas votre maître. Je ne suis que le reflet de votre propre maître intérieur. Et je trouvais ça génial. Je me dis, là, oui. Voilà, là, il n'y a pas d'emprise. Non, c'est ça. Parce qu'il y en a des gourous aussi. Hein. Voilà, j'ai du pouvoir et voilà. Et puis, je peux te guérir et je peux. Mais non, ça ne marche pas. Ça. Aujourd'hui, dans le tumulte, parce qu'on est dans un tumulte, avec ces peurs qu'on nous assène, avec ces inquiétudes qui peuvent nous gagner, comment finalement on peut trouver en fait ce chemin sans, comment dire, sans être sous l'emprise d'un effet de mode? Parce que aussi tout ce qui est chemin spirituel, on en entend beaucoup parler. Oui. Il y a du vrai, il y a du faux, il y a de l'exagéré, mais il y a aussi du discernement. Comment garder ce discernement dans ce tumulte entre le trop de lumière et le trop de peur? Alors, garder le discernement, c'est d'abord s'écouter. Comment ça vibre à l'intérieur de moi? J'ai un corps. Mon corps, c'est mon instrument de musique. Moi qui suis musicienne. Le corps, ça vibre. Il y a un truc qui ne me convient pas. Plexus bloqué, le corps, il se rétracte. Ça peut être subtil parfois. Il y a un truc qui me convient. Plexus qui s'ouvre, ma respiration qui s'ouvre, mon corps il s'expand. Mon corps il me parle. Mais souvent on est coupé. Dans notre civilisation, on est coupé de notre corps. On nous a coupés aussi. Hein. Tu dois pas, tu dois faire comme ça, tu dois pas dire, tu dois tenir comme ça. Tu dois pas... coupe du corps. Donc, ouais, c'est un travail de se reconnecter à cet espace de vie qu'est notre corps. Parce que lui, il capte tout. Il capte l'information. Le corps, c'est un champ d'énergie. Hein. D'abord, la première contact qu'on a avec quelqu'un, c'est vibratoire. Hein. Je capte pas, je ressens pas. Ça, c'est le premier truc, ça ne trompe jamais. Après, je mets la tête, le mental. Ah ouais, mais non. Alors après, je vais dans quelque chose qui me met dans une autre dimension. Mais notre corps, il sait. Donc, écoutez-vous. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Quand je sais que cette personne, est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça vibre? Est-ce que je perds mon pouvoir? Est-ce que je me sens plus moi-même? Est-ce que il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi? Parce qu'il y a une mode aussi aujourd'hui. Alors, on fait un week-end, un séminaire, un truc. Ça y est, on est. Ça demande un petit peu plus d'expérience quand même. Pour moi, qui suis depuis 20 ans, c'est un chemin de vie, c'est un chemin d'expérience. C'est pour ça que je parlais d'expérience. On se construit à travers nos expériences, à travers qui nous sommes, à travers notre chemin aussi, ce chemin de vie. Donc, quand on a emmené les gens, les ouvrir, c'est facile, mais les ramener, c'est autre chose. D'accord? Donc, il faut bien être à l'écoute et pas se dire, c'est spirituel, alors ça y est, je me perds là-dedans. Non,
Spiritualité, ça veut dire aussi ego spirituel. Ça veut dire aussi prise de pouvoir, d'accord? Donc c'est que j'écoute à travers ce qu'on me propose, comment ça vibre véritablement. Et ça demande justement d'être aligné avec soi-même. Ce travail d'être aligné avec soi et de se retrouver dans cette propre liberté d'être qui va nous permettre d'être dans une vraie écoute. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce que c'est juste? Ce qu'il me propose là? Parce que parfois on se dit, je m'en remets, alors il va me guérir, il va me dire, tout ce qu'il va me dire, c'est parole d'évangile. Non, j'analyse. Est-ce que ça me parle, moi, ce qu'il me dit là? Est-ce que c'est OK là dans mon âme? Comment ça résonne dans mon être? C'est cette écoute-là qu'on a perdu aussi. Donc c'est vraiment en permanence ne pas se sortir de soi. Alors justement, pour revenir à vous, je terminerai cet entretien avec une question que j'aime beaucoup poser à la fin de chaque rencontre. Quel conseil donnerait la femme que vous êtes devenue à l'enfant qu'elle était? Eh bien, la femme que je suis devenue lui dirait de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en la vie, qu'au-delà de tout, elle est aimée malgré tout, ce qu'elle a pu traverser. Elle la prendrait dans ses bras aussi, cette petite fille, pour lui donner toute cette sécurité, cette confiance. Voilà. Elle lui dirait, mais sois joyeuse, ose être qui tu es, va sur ton chemin, expérimente, vis ta vie, voilà, ose être qui tu es. Je pense que c'est vraiment quelque chose de plus important à lui transmettre, c'est ose être qui tu es. Merci beaucoup, Annabelle. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous retrouvez bien évidemment Annabelle régulièrement sur BTLV dans les clés d'Annabelle. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de En Aparté sur BTLV.